C'est la 11e visioconférence sur l'échographie pleuropulmonaire qu'on vous propose avec MedTandem. MedTandem, c'est le site de partage de savoir-faire entre médecins. Vous pouvez à la fois échanger vos compétences en stage avec un confrère. Vous êtes assuré, on organise tout l'administratif autour pour vous. Et on permet à ceux qui ont envie de partager leur savoir-faire d'avoir une plateforme. Voilà. La deuxième chose que fait MedTandem, c'est qu'elle vous accompagne dans l'apprentissage de l'échographie, que vous soyez un médecin généraliste, que vous soyez urgentiste, anesthésia, que vous soyez pneumologue, cardio, si ça vous intéresse d'apprendre les bases de l'échographie, que ça soit aussi bien abdominal, musculo-squelettique, gynéco, thyroïde et maintenant pleuropulmonaire avec le Covid. Nous avons fait une présentation, enfin un mini parcours de formation sur l'échographie pulmonaire dans le cadre du Covid pour vous rendre tout ça accessible rapidement et efficacement. Donc, vous voyez nos méthodes, on va droit au but en vous expliquant simplement les choses et en permettant à chacun d'apprendre et d'avancer à son rythme, comme le tandem. Donc, c'est parti pour le jingle. Hop. Nos intervenants ce soir, vous m'entendez bien? Nos intervenants ce soir Oui, à votre problème. sera Abdelatif Hachibé, qui est médecin généraliste omnipraticien, échographiste à Casablanca, qui nous présentera des cas cliniques de Covid et autres avec l'écho pulmonaire. Donc, il se sert de l'échographie dans sa pratique clinique de tous les jours, aussi bien de l'écho pulmonaire, mais aussi de l'écho abdominal. Il nous en parlera tout à l'heure. Vous reconnaissez Daniel Lichtenstein sur la gauche. Daniel est un réanimateur à l'hôpital Ambroise Paré. Il est spécialiste de l'échographie pulmonaire. C'est lui qui a tout écrit sur les papiers sur l'échographie pulmonaire. On aura beaucoup d'images de Daniel ce soir. Il ne sera pas avec nous ce soir. On espère qu'il sera avec nous la semaine prochaine. Ensuite, vous avez reconnu Gervais Bagbaudet, qui est mentor chez MedTandem, qui est à Blaye, à côté de Bordeaux. Moi-même, je suis anesthésia à Bordeaux. J'ai une longue série d'années, une quinzaine d'années d'échographie derrière moi, avec de la formation, surtout en échographie, en anesthésie loco-régionale pour les anesthésistes, et depuis 2 ans, particulièrement l'échographie pour les médecins généralistes, donc pour développer les parcours de formation qu'on va vous proposer. Alors, on repart toujours sur cette image pour ceux qui nous suivent depuis le début. C'est une image, une photo d'un tableau qui est apparu au début de la crise et qui nous suit et qui nous accompagne depuis un mois maintenant. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire ce tableau? Pourquoi on l'a gardé? On garde ce tableau parce qu'on a sur cette image, on a la première semaine et la deuxième semaine, on voit bien l'évolution de la pathologie. On me dit que la connexion… D'accord, très bien, merci. Donc, première semaine de la maladie, on voit qu'on a les lésions entraînées par l'attaque virale directe, avec des patients qui ont des signes cliniques, les signes cliniques classiques du syndrome grippal, avec la fièvre, la toux, la lymphopénie et une dyspnée qui peut apparaître dès les premiers jours. Ensuite, on voit qu'il se passe quelque chose entre le 6e et le 10e jour, avec cette attaque du virus qui se fait plus virulente. Et depuis quelques semaines maintenant, on a compris que l'attaque du virus était surtout la première semaine et que la deuxième semaine, on avait plus une atteinte inflammatoire, des réactions inflammatoires importantes, et que ça, c'était un mécanisme qui s'accentuait au niveau de la deuxième semaine, avec vraiment quelque chose qui se passe entre le 5e et le 10e jour. Donc, c'est véritablement le moment où il va falloir surveiller votre patient. Ce moment-là, ce sont des patients qui sont chez eux, qui sont en ambulatoire. Donc, vous, médecin généraliste, allez les voir. Ce sont des patients que les urgentistes vont recevoir aussi aux urgences, avec des patients qui vont se dégrader assez rapidement.
Faites attention, on peut avoir des patients, on le reverra, qui se dégradent avec des saturations en oxygène assez correctes, autour de 94, 95, et qui pourtant ont déjà une atteinte respiratoire importante avec une hypoxie importante. Seconde phase, seconde semaine, on voit qu'on a l'atteinte inflammatoire et là, on commence à avoir des atteintes importantes au niveau visible au scanner, des atteintes qu'on reverra de type condensation pulmonaire en particulier ou de type syndrome inflammatoire, syndrome interstitiel antérieur et postérieur. On va voir de ce côté-là, il y a des nouveautés, je vais vous en parler juste après. Notre schéma clinique de prise en charge du Covid, il n'a pas beaucoup changé. Il commence par la fièvre, la toux, l'anosmie, la gueusie. Donc, on sait que maintenant que c'est une atteinte directe du virus au niveau des paires crâniennes. Attention aux formes digestives de type diarrhée. On commence à avoir des infos également pour la pédiatrie. On a des alertes aussi bien anglaises que espagnoles aujourd'hui sur attention aux formes digestives qu'on va retrouver chez l'enfant. Des débuts de formes digestives post-virales et ensuite des maladies de Kawasaki ou des myocardites aigus. Donc, faites bien attention chez l'enfant. On disait que l'enfant n'était pas touché par le Covid. C'est vraiment l'info qu'on a ce soir. C'est vraiment l'atteinte en pédiatrie. Pour ce qui est donc des formes directes du Covid au début des signes cliniques, vous les connaissez bien, donc on arrive à une suspicion clinique de Covid. Ensuite, on regarde si on a des signes de gravité ou si on n'a pas de signes de gravité. Donc, on va regarder si on a un doute sur une infection respiratoire. Bon. Tu peux dire de se taire. Excusez-moi. Donc, on voit que si on n'a pas de signes de gravité, on va garder les patients à domicile avec une surveillance, une autosurveillance. On n'avait pas grand-chose par rapport à ça à vous proposer. Peut-être la saturation, peut-être revoir les patients. On pense à ce moment-là que l'échographie pulmonaire, elle va vous aider. On va reparler. De l'autre côté, on a des patients avec des signes de comorbidité, des patients que vous connaissez, que vous suivez déjà pour des maladies chroniques, ou des patients pour lesquels vous voyez qu'il y a des signes de gravité. Donc, les signes de gravité, là, on a écrit la saturation à 92. On vous montrera qu'en fait, la saturation à 94 déjà, on arrive dans les signes de gravité. Attention également à la fréquence respiratoire qui est au-delà de 22, pose questionnement. Pour ces patients-là, ils sont hospitalisés. Ces patients-là, ils vont avoir une PCR et probablement un scanner, plus ou moins injecté. On reviendra aussi là-dessus. A priori, non injecté en tout cas au départ. Ces patients, ils vont être suivis ensuite. Et les lésions qu'on va chercher au niveau du scanner, ça va être ça va être des lésions en verre dépoli, parfois des condensations, et on voit que ces images-là, elles sont multiples, multifocales, avec des zones poumons sains. Et dans les caractéristiques principales, c'est vraiment ça, c'est le caractère diffus avec des zones saines, peu ou pas d'adénopathie et pas d'épanchement pleural. Concernant la sensibilité, elle est pour des patients qui sont à J3, J5, J7, elle est très importante et bien plus élevée que la PCR. C'est les dernières études chinoises qui sortent qui disent qu'on est à quasiment 90% avec le scanner versus 80% avec la PCR. Le problème de la PCR, vous le connaissez, c'est d'arriver à faire un bon prélèvement nasopharyngé réellement postérieur. L'évolution qu'on voit sur les scanners, ça va être, on va reparler, des atteintes d'abord unifocales, plutôt postérieures, et ensuite des atteintes qui vont devenir également antérieures avec possiblement des condensations pulmonaires. Ça, c'est l'image pour vous expliquer la dernière publication là, qui est sortie ces jours-ci de Gattinoni. Gattinoni, c'est un des grands patrons italiens de ventilation. C'est un de nos papes de la ventilation en réanimation. Et Gattinoni nous a expliqué qu'en fait, lui, il pense qu'il y a deux phénotypes, le phénotype L et le phénotype H. Le phénotype L, c'est le patient de gauche. C'est un patient qui va avoir des lésions de type 1. Les lésions de type 1, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un syndrome interstitiel qu'on va retrouver à la fois en antérieur et en postérieur. C'est un patient qui généralement ne va pas s'aggraver, qui peut être amené à nécessiter une oxygénothérapie.
de type invasive ou non invasive et qui va rapidement récupérer dans les 5-6 jours. Sur la droite, vous avez le patient de type 2. Lui, c'est un patient qui a des lésions surtout postérieures, peu de lésions antérieures, voire pas de lésions antérieures, qui va avoir des condensations assez rapidement et qui, lui, va nécessiter les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 semaines de réanimation avec des rechutes multiples et vraiment une atteinte qui s'aggrave. Donc ça, c'est vraiment les dernières nouveautés, qu'on aurait vraiment une corrélation entre les images qu'on va trouver au scanner ou à l'échographie. Il est bien écrit dans les écrits rapportés de Gattinoni que vraiment l'échographie pulmonaire aide énormément en réanimation pour identifier ces patients. Et je vous expliquerai ensuite pour améliorer le suivi, surtout la prise en charge de vos patients, la ventilation, la façon dans laquelle on va soigner nos patients. Rapidement, pour vous dire qu'en France, la Société française de radiologie n'est pas vraiment pour l'échographie thoracique, c'est ce qu'on peut dire encore aujourd'hui. Ça risque de changer dans les jours à venir, mais pour le moment, en tout cas, le scanner reste pour eux l'examen de référence. On voit même que dans les réponses rapides, ils disent que vraiment l'échographie n'est pas recommandée, mais quand on va regarder dans les explications, on voit qu'en fait, ils ont des données qui sont vraiment très, très, très en retard, on va dire, très, très pas du tout en lien avec ce qu'on fait actuellement en réanimation. Actuellement, on n'identifie pas le pneumothorax comme complication de la ventilation. Ça fait bien longtemps qu'on fait plus de pneumothorax par la ventilation mécanique, et les épanchements pleuraux, également, ça fait partie en urgence. C'est vraiment l'urgentiste qui va chercher le pneumothorax ou l'épanchement pleural. C'est pas ce qu'on va chercher en réanimation. Donc, on voit qu'on est un petit peu déconnecté avec les radiologues et que c'est en train véritablement de changer. Donc, je pense qu'on aura des modifications sur ces stratégies nationales assez rapidement. Ce qu'on voit sur les articles, il y a 2 articles italiens. On va faire de l'écho. Le premier, dans le Journal of Ultrasound Medicine, c'est plus un article qui explique vraiment la place de l'écho et qui propose de standardiser le scan échographique. Donc ça, je vous en reparlerai juste après. Il nous explique bien que ça va permettre d'affiner le diagnostic, de voir l'évolution des lésions au fur et à mesure et probablement également dans la phase post-symptomatique de définir les patients qui sont véritablement atteints du Covid et aider au traitement, à la décision de traitement. Que ça permet également, dans les endroits où il n'y a pas de scanner facilement accessible, d'avoir une imagerie et que ça ne coûte pas cher. Ce que rajoute dans l'European Review of Medical and Pharmacological Science, l'équipe espagnole de Bjorn Senso, il nous explique également qu'on réduit l'exposition des médecins aux patients infectés, qu'on peut répéter l'examen et que, évidemment, c'est pas cher et que c'est facile à utiliser. Donc, quelle est la place? On a Giovanni Bolpicelli qui fait partie de WinFocus, qui est une association internationale pour promouvoir l'échographie. Il nous parle de 3 indications principales. On est vraiment d'accord là-dessus. C'est le triage quand on est aux urgences et qu'on a un afflux massif de patients. La quantification des lésions, on est en train d'y arriver. On commence à avoir des corrélations entre les images au scanner, les images en échographie et la clinique. On s'aperçoit aussi que la clinique est tardive, apparaît tardivement. On vous montrera, il y a des images aussi d'échographie et de scanner. Les études ne vont pas tarder à sortir qui montrent qu'on aurait des images avant d'avoir les signes cliniques. La surveillance en réa, je vais vous en reparler. Donc, si on reprend notre proposition de prise en charge du Covid dès le début, en incluant l'écho, on peut mettre un peu l'écho à tous les étages. Puisqu'on peut mettre l'écho dès la suspicion clinique, dès que vous voyez vos patients, que ce soit à J3 ou à J5. Pensez à les revoir absolument dans le laps de temps entre J5 et J10. C'est vraiment un moment où on va voir se transformer les lésions, on va voir les lignes B se multiplier, on va voir les condensations apparaître. Donc vraiment J5, J10, c'est vraiment important de faire de l'écho pulmonaire.
Le deuxième côté également, quand on a des patients qui vont arriver aux urgences, ça va nous permettre également le temps d'obtenir le résultat de la PCR, le temps d'obtenir le scanner, d'avoir une information rapide et constructive, puisqu'on verra aussi les lésions pulmonaires grâce à l'échographie. Il y aurait même encore une autre place qui serait ici aux urgences, une fois que votre patient est hospitalisé en médecine. La surveillance en médecine, on voit qu'il y a des patients, il y a environ 30% des patients qui sont hospitalisés aujourd'hui en médecine qui vont aller en réanimation ou aller en tout cas en unité de soins continus, et qu'ensuite 50% des patients de l'unité de soins continus vont aller en réanimation. Et pour pouvoir prévoir ces transferts-là, l'échographie a véritablement un rôle, puisqu'elle va nous montrer des patients avec des condensations pulmonaires ont beaucoup plus de risques d'être adressés rapidement en USC ou en réanimation que des patients qui n'ont que des syndromes interstitiels, donc que des lignes B. Cette affiche qui nous a été proposée par nos amis espagnols de Murcia, qui nous montre bien vraiment cette évolution. Pour eux, c'était suite aux infos que leur ont donné leurs collègues madrilènes. Quand on a des lignes A, on est tranquille, on a un glissement pleural et les lignes A, on est tranquille, notre poumon va bien. Quand on commence à avoir des lignes B, on va commencer à parler de syndrome interstitiel à partir de plus de 3 lignes B, enfin 3 lignes B ou plus dans un espace intercostal. Quand on va avoir plus de 6 lignes B, on va dire à partir du moment où vous avez vraiment un espace qui se réduit à peu près à 3 mm entre chaque ligne B, ou en gros que vous avez plus de 50% de votre écran qui est en poumon blanc par des lignes B, là, le patient a priori est déjà hospitalisé, ou en tout cas devrait l'être, car il présente d'ores et déjà des signes de désaturation. On vous a dit, la désaturation, ce n'est pas 88%, c'est déjà 94%. Enfin, on trouve des patients avec des sévères désaturations qui présentent des consolidations pulmonaires postérieures. On va vous en reparler. Donc, en gros, les signes cliniques qu'on va retrouver, enfin les signes échographiques qu'on va retrouver, des lignes pleurales supérieures à 3, supérieures ou égales à 3, une irrégularité dans la ligne pleurale qui marque les condensations sous-pleurales et une véritable condensation pulmonaire. Ça, c'est vraiment des signes d'atteinte importante. On notera également quelque chose de très important, c'est le fait qu'il y a des zones saines au niveau du poumon et des zones lésées. Devant l'afflux de patients, donc pour le triage, ça permet l'orientation rapide, c'est-à-dire on n'a pas de lésion pulmonaire ou quelques lignes B autour de 3, un syndrome interstitiel qui est, on va dire qu'il y a dans peu d'endroits, on reparlera du score ensuite, qui est retrouvé sur peu de cadrans. On peut surveiller le patient à la maison avec une surveillance infirmière, avec une surveillance de saturation en oxygène, par exemple, tous les jours. Si on voit déjà apparaître des lignes B, plus de 3, voire le signe du rideau, donc, et les irrégularités de la ligne pleurale qui signent véritablement le syndrome alvéolaire. Vous m'entendez? Ça va? Oui, Ouais. oui, oui, c'est bon, on t'entend. Le débit n'est pas trop ralenti? La connexion est bonne? J'ai l'impression que la connexion n'est pas terrible. Non, des fois ça ralentit, des fois ça revient. C'est D'accord. intermittent. Et dans l'ensemble, D'accord. c'est bon. D'accord. Je vais parler plus lentement encore. Donc, devant l'afflux de patients, on a dit retour à la maison si on a des syndromes interstitiels dans peu de cadrans. Isolement en médecine à partir du moment où on voit dans quelques cadrans ce syndrome alvéolaire avec l'irrégularité de la ligne pleurale, et unité de soins continus, soins intensifs, quand on commence à avoir des condensations, il semble nécessaire d'avoir une surveillance beaucoup plus poussée. Et évidemment, ça permet aussi d'orienter les patients qui seraient Covid négatifs devant des douleurs abdominales en particulier. La quantification, donc la corrélation entre les signes échographiques, scanographiques et la gravité de la maladie. On a cette affiche donc, des Espagnols qui nous dit qu'a priori, la désaturation, elle est véritablement là quand on a un syndrome interstitiel ou en tout cas un syndrome alvéolaire et des condensations. On a des exemples avec des patients qui ont des syndromes interstitiels assez multiples et qui pourtant vont mieux après.
faites surtout attention à ce 5e, 10e jour où il faut vraiment surveiller. On manque de data encore aujourd'hui. Le monitorage, donc ça c'est surtout, on en a parlé beaucoup en réanimation, mais maintenant on vous dit vraiment le monitorage, il peut être vraiment fait par le médecin généraliste en ambulatoire. C'est vraiment important de suivre les patients et c'est ce qu'on vous montre à chaque visioconférence. On vous montre des exemples de vos confrères qui ont vu les patients à J3, à J7, à J16. Maintenant, on commence à voir les patients à J21. Continuez à suivre vos patients. On a encore des lésions pulmonaires 1 mois après le début des symptômes. Ça s'était déjà décrit chez les Chinois avec des scanners qu'ils avaient fait sur le personnel médical. Donc vraiment, le monitorage, il peut se faire aussi en ambulatoire. Si on parle du monitorage en réanimation, on a 2 types de patients. Des patients chez lesquels on fait du recrutement, c'est-à-dire qu'on met une pression expiratoire positive qui permet de garder les alvéoles ouvertes. On a aussi le décubitus ventral qui permet donc de réouvrir des zones postérieures qui étaient condensées. Et avec Arnaud Germain, il y a peut-être 2 semaines maintenant, où on voyait qu'il y avait des patients qui répondaient très bien au décubitus ventral, avec des zones vraiment postérieures qui se réouvraient une fois que le patient était en décubitus ventral, avec des zones à nouveau aérées. Donc là, ce sont des patients qui ont des condensations pulmonaires. C'est vraiment le type 2 de Gattinoni. Des patients qui ont surtout des lésions postérieures, surtout des lésions basales, donc inférobasales, postérieures, et qui peuvent ou pas se réouvrir avec le décubitus ventral. Donc, je vous avais déjà expliqué, le décubitus ventral, c'est positionner le patient sur le ventre. Ça demande énormément de personnel. Les patients sont mis sur le ventre entre 16 et 24 heures, suivant le personnel dont on dispose, et 6 à 7 fois par patient, à peu près en réanimation. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont des traitements qui sont lourds et en termes de personnel médical. Donc, c'est important de savoir, de pouvoir screener les patients qui nécessitent cette intervention. Pour les autres patients, pour les patients qui présentent des syndromes interstitiels antérieurs et postérieurs, qui ne présentent pas encore de condensation, il n'y a pas d'intérêt à faire du décubitus ventral. En revanche, on s'aperçoit qu'il y a des énormes chantes pulmonaires, c'est-à-dire qu'on va avoir des zones qui sont extrêmement perfusées et d'autres beaucoup moins, et on a des zones très perfusées là où le poumon est malade, le poumon est atteint. Donc le but de la PEP, donc de la pression expiratoire positive, ça va être d'écraser un petit peu les vaisseaux au niveau des zones atteintes, de poumons atteints, qui permet la redistribution en fait du sang oxygéné au niveau du poumon non atteint. Et donc cette PEP, elle est importante à ce niveau-là. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire habituellement, qui est d'aller réouvrir des zones alvéolaires qui seraient fermées. Donc, on garde cette stratégie de PEP assez élevée quand on a ces syndromes interstitiels antérieurs et postérieurs, non pas pour ouvrir les alvéoles, mais bien pour redistribuer le flux sanguin. Je vous ai mis ce schéma que j'ai trouvé cet après-midi, la Intensive Care Society. Il y a un superbe webinaire avec de la Société de cardiologie, Société européenne de cardiologie, qui fait un webinaire sur l'échographie pulmonaire. Et donc, il nous explique bien ces systèmes. Donc, vous voyez qu'on peut avoir la sonde linéaire ou la sonde curviligne, on en reparlera. À partir du moment où vous avez des lignes B et de la consolidation, soit vous passez en ligne B, pattern 1, et là, vous avez un profil plutôt 2 avec des consolidations, des atélectasies, et là, vous êtes répondeur au décubitus ventral. Notez que la progression, elle se fait surtout des lignes B vers la consolidation, et la régression, la résolution, elle se fait des lignes B vers les lignes A. Ça, on vous a montré déjà les cas cliniques avec des patients qui allaient mieux et qui récupéraient véritablement l'aération de leurs poumons avec les lignes A. Donc, si on doit ramener un message à la maison, le dépistage du Covid, il se fait par la PCR plus le scanner, puisque les deux sont sensibles avec des degrés différents. Donc, on associe pour être plus sûr.
dans l'European Society of Cardiology, disait que l'échographie devait faire partie et faisait probablement partie également du diagnostic, surtout quand on n'avait pas de scanner. Sachez en tout cas qu'on peut faire du triage à l'avance, on peut faire le dépistage des lésions pulmonaires, on l'a dit, aussi bien en ambulatoire que aux urgences, que en unité de médecine, que en unité de soins intensifs ou de réanimation. Il y a vraiment une place tout le long de la prise en charge pour l'échographie parce que tout simplement c'est facile à transporter. On n'a pas besoin de transporter le patient et ce sont des lésions qui sont vraiment faciles à apprendre. On définit à peu près, il faut avoir fait 25 échographies pulmonaires supervisées. Ça c'est Jean-Jacques Ruby qui dit ça récemment. 25 échographies pulmonaires supervisées. Je pense qu'on en voit à peu près 4 à 5 déjà pendant les visios. Voilà, c'est important de bien se former, c'est important de voir les images correctement. Donc, n'hésitez pas à mettre les images que vous trouvez sur le Slack pour Gervais va vous répondre, vous apporter des réponses. Vous répondez aussi entre vous. C'est important de partager les images et de partager les informations pour véritablement donner de bonnes infos. On va vous montrer qu'il y a des diagnostics différentiels tout à l'heure avec les cas cliniques. Protégez-vous, dernier message, protégez-vous, nettoyez votre matériel, ça c'est vraiment important, on vous le dit depuis le début. Il y a des protections de sonde qu'on utilise en anesthésie pour faire de l'anesthésie loco-régionale. Je pense que les anesthésistes vous prêteront le matériel pour protéger votre sonde. L'échographie pulmonaire en pratique. Alors en pratique, il y a plusieurs écoles, en gros, il y a plusieurs possibilités pour que vous posiez votre sonde. Il y a la possibilité où c'est le Blue Protocol. Donc, c'était un protocole qui est proposé pour les urgentistes en particulier, pour aller vite, pour diagnostiquer rapidement les choses. Donc, il y a 3 zones, zone 1, zone 2, zone 3. La zone 1 est la zone antérieure qui est située entre la ligne sternale et la ligne axillaire antérieure. La zone 2, elle est latérale entre la ligne axillaire antérieure et postérieure. Et la zone 3, elle est en arrière de la ligne axillaire postérieure, dans le dos, et on va voir qu'il y a d'autres possibilités. Si vous voulez faire le Blue Protocol, qui est un protocole qui est standardisé, qui est bien, qui a été travaillé de nombreuses années par l'équipe du SURF avec Daniel Lichtenstein, vous positionnez les mains de votre patient. Donc, en gros, si votre patient mesure entre 1,65 et 1,85, vous pouvez considérer que vos mains sont adéquates. Si vous faites pour un enfant, il faut plutôt prendre les positions des mains de votre enfant. Au milieu de chaque main, ça vous donne les 2 points antérieurs. Le 3e point, qui est un point postérieur, c'est vraiment important de faire une analyse postérieure, même quand on a un patient qui est allongé en réa ou aux urgences. Vraiment, faites une échographie postérieure, ça vous donnera beaucoup d'informations. C'est vraiment là qu'on trouve 70 à 80% des consolidations. Donc vraiment, une analyse postérieure. Donc là, dans le Blue Protocol, il vous propose de partir du 2e point, donc le point antéro-inférieur, de glisser la sonde latéralement et postérieurement et d'avoir donc le dernier point qui est le PLAPS point. La sonde, elle est posée en transversale pour que vous puissiez avoir comme analyse vraiment l'espace intercostal. Pourquoi c'est intéressant et important quand on commence de faire avec cet espace intercostal? Parce que quand vous allez vouloir compter le nombre de lignes B que vous avez pour le syndrome interstitiel, le compte de 3 ou supérieur à 3, il est fait à partir de cette organisation, c'est-à-dire l'espace intercostal. Si vous avez plus de 3 lignes B dans cet espace intercostal ou non. L'espace intercostal, comment il se définit? Vous avez de part et d'autre ici une ligne courbe hyperéchogène. Il s'agit de la réflexion des ultrasons sur les côtes. Ensuite, vous avez une ligne au milieu avec les petites flèches noires qui montrent la ligne pleurale, qui est à peu près 1,5 centimètre en dessous, c'est-à-dire plus profond que la ligne des côtes. Cette ligne pleurale, vous allez regarder qu'elle est véritablement mobile, et c'est ça qui est vraiment très important au début. Donc, on a une ligne pleurale, ici, c'est pas un film, c'est une image fixe. Donc, on a une ligne pleurale, on imagine, marque véritablement le poumon normal, ce sont des artefacts de réflexion de la ligne pleurale. On retrouve les lignes A à équidistance par rapport à la ligne pleurale, qui se répète ici 3 fois. Si on regarde
Ici, on a donc de part et d'autre les espaces intercostaux avec les côtes et les cônes d'ombre postérieures, c'est-à-dire que les ultrasons ne passent pas en arrière des côtes. Ensuite, on voit notre ligne pleurale ici qui est mobile, qui est donc bien un demi-centimètre en arrière, plus profonde que la ligne de l'espace intercostal. Donc, si on a cette ligne pleurale que vous voyez mobile, et on voit en dessous la première ligne A, deuxième ligne A et troisième ligne A, les lignes qui sont mobiles. La sonde, je vois ici, la sonde doit être strictement parallèle à la plèvre. C'est vraiment important pour que vous puissiez véritablement avoir ces artefacts de réverbération. Hop. Ensuite, vous avez les lignes B. Les lignes B, à partir du moment où elles sont multiples, ça va signer le syndrome interstitiel. On l'a dit, à partir du moment où elles sont 3. On va en reparler, mais d'abord, ce qui est très important, c'est de bien connaître les caractéristiques spécifiques de ces lignes B. Il faut vraiment avoir toutes les caractéristiques pour définir qu'on a des lignes B. Donc, qu'est-ce que c'est? Les lignes B, ce sont des artefacts en queue de comète. Ils naissent de la ligne pleurale. Ils sont mobiles avec le glissement pleural. Ils sont hyper écogènes, très bien définis, continuent sans épuisement jusqu'à la fin de votre écran et ils effacent les artefacts des lignes A qui étaient horizontales. Vous avez une seule ligne B, c'est une image de Thierry Diez, qui est un médecin généraliste dans un centre Covid là, à côté de Marseille. Une seule ligne B, pas de caractère de malignité. Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de correspondance avec la pathologie. En revanche, les deux images de droite sont des images de Daniel Lichtenstein, du surf. On a sur celle du milieu plus de 3 lignes B entre deux côtes, donc on parle de fusée pleurale, donc on parle d'un syndrome interstitiel. Quand on a sur la droite plus de 6 lignes B avec un espace qui est réduit entre chaque ligne B, une sorte de rideau, on parle de fusée dépolie et le syndrome interstitiel est défini comme étant sévère. Un faux amis, faites très attention, cette ligne B, elle est véritablement rectiligne jusqu'au bout, alors que vous pouvez avoir une ligne Z bien laide, comme il est écrit. Cette ligne Z, elle ne se termine pas, elle ne va pas jusqu'au bout de l'écran. On va regarder exactement les caractéristiques. Vous voyez qu'elle est bien en queue de comète, qu'elle naît bien de la ligne pleurale, mais elle est mal définie. Elle n'est pas hyperécogène, elle est courte, elle est immobile, non synchronisée, elle n'efface pas les lignes A que vous pouvez voir ici. C'est un véritable parasite. La ligne Z, ils ont défini Z parce que c'était le dernier lettre de l'alphabet et que ça ne servait à rien. C'est un véritable parasite, ça n'a pas de caractère de pathologie non plus. Juste pour vous dire, j'ai retrouvé cette diapo dans le surf. Le syndrome interstitiel, quand on regarde sensibilité, spécificité, on est véritablement hyper spécifique, hyper sensible avec l'échographie. La référence étant le scanner, donc on voit bien que c'est intéressant de chercher le syndrome interstitiel avec l'échographe. Vous avez sur le site de MedTandem et en particulier sur la chaîne YouTube ou sur le blog toutes les informations qu'on vous donne pendant les visios et plus encore. Vous avez la petite vidéo en bas qui a été vue maintenant plus de 20 000 fois qui vous montre comment faire de l'échographie pulmonaire et qui vous donne d'autres informations. Donc, je vais repartir sur des images, la corrélation échographique et scanographique. Donc, tout simplement, c'est que toute image, quelle qu'elle soit là, vous voyez à droite l'image de scanner, en fait, on va changer. Vous voyez l'image de hypoéchogène, c'est-à-dire noir sur le scanner, et une image hyperéchogène. L'image noire, c'est-à-dire là, c'est du poumon normal. On pourrait voir, si on était sur ce secteur ici, on verrait des lignes A normales. D'accord? Donc là, ça veut dire que c'est un poumon sec, c'est-à-dire que c'est un poumon qui n'a pas du tout de pathologie. Là, en fait, on voit les lignes rouges, on voit des petites images ce qu'on appelle en verdé poli, qui sont discrètement hyperéchogènes. On voit qu'elles appartiennent qu'elles sont juste sur un espace intercostal, voilà, qu'elles sont pas très étendues. Sur ce qu'on a parlé tout à l'heure, ce serait plutôt un type 1. Donc
là, on va voir la corrélation échographique de ce que ça donne. Donc, on a, comme l'a dit très bien Lucie, toujours notre base, ça va être l'espace intercostal. Donc, on voit la corticale osseuse, les cônes d'ombre derrière les côtes, à droite et à gauche. On voit notre ligne pleurale entre les côtes qui est hyper échogène. De cette ligne pleurale, on voit des lignes blanches, donc hyper échogènes, qui partent. Hop là, ça ralentit un peu pour moi, mais bon, je connais un peu l'image. Euh, qui partent directement de l'écran. Est-ce que pour vous tous, parce que moi c'est bloqué sur mon écran, est-ce que vous la voyez? Lucie, toi tu la vois bien ou pas? Voilà, très bien, impeccable. Donc ok, si tu peux lancer la vidéo, voilà, très bien. Là on la voit. Hop là, impeccable. Donc, ok. Donc, nous, on avait nos fameuses côtes avec le cône d'ombre postérieur derrière, le fameux signe de la chauve-souris, on va dire. On a la ligne tout à fait en haut, en face du numéro 2. Vous voyez la ligne pleurale qui est hyper échogène. Donc, et en face de ces lignes pleurales, vous voyez des petites lignes qui partent directement de ces lignes pleurales, qui vont jusqu'en bas, qui traversent tout l'écran. On- Quand on les voit passer, on peut en compter jusqu'à 3 ou 4. C'est ce qu'on appelle les fusées pleurales. À ce moment-là, on peut parler d'un syndrome interstitiel. Un syndrome interstitiel qui n'est pas très étendu. Donc, quand on parle là d'image de premier recours, quand on ne maîtrise pas tout à fait l'échographie, vous avez vu tout à l'heure les lignes A qui sont un poumon normal. À ce moment-là, quand vous voyez plus de 2 lignes B, c'est-à-dire au minimum 3, à ce moment-là, on peut voir que sur ce secteur pulmonaire-là, il y a un syndrome interstitiel. Pour, pour parler d'un syndrome interstitiel, il faut qu'il y ait quelques secteurs, il faut au moins un minimum un secteur normal et des secteurs où il y a un syndrome interstitiel. Voilà. C'est très important pour la sémiologie, il faut forcément qu'il y ait un secteur normal et un secteur pathologique. Sinon, on rentre dans d'autres sémiologies, mais là, on parle du Covid, là, on rentre dans d'autres sémiologies qui ne vont pas nous intéresser ou des diagnostics différentiels. Mais à ce moment-là, il faut juste retenir, il faut un secteur normal, comme on vous a montré tout à l'heure, et ce secteur-là. Donc ça, c'est la phase 1. On va pouvoir passer à l'autre diapo. Ah, très bien. Oui, Donc, j'en reviens. ouais. En fait, moi, ça ralentit, mais c'est pas grave. Je vois à peu près. Euh, Là, en fait, vous voyez sur la droite de votre poumon, bon, c'est la gauche du patient, mais bon, c'est pas grave. On voit les syndromes interstitiels peu étendus comme on a vu tout à l'heure. Sur la gauche du poumon, à la partie euh, postérieure, on voit des lésions beaucoup plus étendues. Donc, on voit très bien que là, elle passe sur plusieurs espaces intercostales. Donc, on voit à peu près la corrélation échographique juste à côté. On va lancer la vidéo. Ok. Donc sur la vidéo là, voilà, très bien. En plein milieu de l'écran, on voit une petite image hypoéchogène noire. Donc c'est une côte. Donc on a une autre côte à droite et une autre côte à gauche. Donc on est sur deux espaces intercostales. On voit très bien notre cône d'ombre, c'est-à-dire la partie noire derrière la côte, qu'on voit très bien. Et là, on voit nos fameuses lignes B qui partent de la ligne pleurale, qui suivent le mouvement de la ligne pleurale, qui traversent tout l'écran. Là, par contre, elles sont très rapprochées, beaucoup moins de 3 mm. On a l'impression qu'elles traversent plusieurs espaces intercostales. On ne fait pas trop la différence entre deux ou trois lignes B. Il y en a beaucoup plus. Là, à ce moment-là, on parle de fusée dépolie. Donc là, on est dans un syndrome interstitiel qui est beaucoup plus étendu. Donc là, à ce moment-là, on peut le corréler avec la phase 2 du scanner. La prochaine image que nous allons voir, là, c'est le fameux signe qu'on retrouve très souvent. Donc, depuis le début qu'on fait toutes ces présentations, on a eu plusieurs fois le cas où on a parlé de ce fameux signe, le signe de la fractale, c'est-à-dire que la ligne pleurale est épaissie et on remarque des zones d'infractuosité, on va dire,
hypoécogène, on voit un petit cercle hypoécogène, ça se rapproche de cette ligne, de ce cercle hypoécogène, on voit une ligne B qui part de là, donc on voit très bien qu'il y a un mélange RO qui est différent du poumon normal. À ce moment-là, là, ça peut signer une microcondensation, ça peut signer un début d'atteinte alvéolaire, qui est différent de l'atteinte interstitielle, effectivement, mais ça peut signer juste un début d'atteinte alvéolaire. Voilà, on va passer à côté. Donc, une fois qu'on a passé à ce moment-là, la phase la dernière phase, c'est la phase de consolidation. Donc, c'est la phase ultime, on va dire. À ce moment, vous voyez que la ligne pleurale, elle a complètement disparu. On voit juste une espèce de zone qui a l'air tissulaire, même si c'est un mélange d'eau et d'air et tout, mais qui a l'air tissulaire, qui suit le mouvement de la ligne pleurale. En arrière de cette espèce de pseudomasse, on voit juste un aspect hyperéchogène, on voit plus de ligne A, il n'y a plus de ligne B. Voilà. On a des petits piquetés hyperéchogènes, c'est-à-dire blancs à l'intérieur, qui peuvent représenter un broncho-aérique, mais ça, on peut en parler un peu plus tard. Il y a des broncho-aériques dynamiques ou pas dynamiques. On en parlera sur d'autres pathologies, mais là, la condensation, ça veut dire qu'on arrive sur la phase ultime de notre pneumopathie virale. Voilà. On peut passer à la diapo. Voilà. Exactement. Superbe. Donc là, c'était juste pour montrer une consolidation qui est beaucoup plus étendue. Alors, ce patient-là, ce n'est pas un patient Covid. C'était une consolidation sur une bronchopneumopathie bactérienne. Mais c'était juste pour voir, parce que c'est exactement le même signe, en beaucoup plus étendu. Et on a l'impression que quasiment tout le poumon est atteint. Si on regarde sur l'image de scanner là-bas, on a au moins les 2 tiers qui sont atteints. Là, on a la rate qui est tissulaire, et on a juste au-dessus du diaphragme, on voit bien le diaphragme, on voit que la consolidation a quasiment la même écogénicité que la rate. Donc, elle est pratiquement tissulaire, donc on comprend très bien que là, l'air ne circule absolument pas. Et donc là, on arrive dans un syndrome de détresse vraiment respiratoire. Ça, c'est la phase ultime, vraiment la phase 3 du Covid-19. On peut passer sur la... Voilà, exactement. Donc, on va passer sur une phase qui est un peu plus... Là, c'est pareil, c'est toujours le même patient qu'il y avait tout à l'heure, c'est un patient de chez moi. C'est toujours le même patient, mais on observe un épanchement pleural. C'était juste pour vous dire que l'épanchement pleural, il est vraiment dans les phases ultimes de l'évolution de la maladie à Covid-19. C'est la partie qui est hypoéchogène noire, en haut, là. Donc, on retrouve effectivement les petits points blancs du fameux bronchogramme aérique. Et là, on voit beaucoup plus la formation tissulaire qui prend pratiquement tout l'écran. Et on est exactement au même endroit que sur l'image de scanner, là. On est en postéro-basal. Voilà, conjugué de ce secteur 3 inférieur. Très bien. On peut changer On peut passer à la suivante. Bon, ça, c'est juste une image pour vous montrer ce que donne un épanchement pleural sans consolidation. Voilà. Juste pour vous dire que l'épanchement pleural, normalement, dans les phases précoces, on ne doit pas le voir. Si vous le voyez, c'est que il peut y avoir, on peut penser à un diagnostic différentiel. Donc, on voit le foie juste avant, on voit le diaphragme, on voit une partie du poumon qui flotte dans l'épanchement pleural. C'est vraiment pour garder cette image en tête. Elle peut se trouver très facilement au niveau inférieur. Et c'est vraiment le truc qu'il faut garder. Si vous êtes en phase précoce, vous n'avez pas à retrouver ce type d'image. Voilà. On va pouvoir changer. Voilà. Je vais redonner la main à Lucie. Je vais aller assez vite parce qu'on est pas mal en retard. Pour vous expliquer que sur cette image, on peut positionner la sonde aux 3 positions qu'on vous a montrées.
Ce sont des positions qui sont standardisées, donc il y a peu de chances que vous ratiez des images. Néanmoins, si vous avez le temps avec votre patient, vous pouvez faire les 14 points, donc 2 antérieurs, 2 latéraux et 3 postérieurs, un peu comme vous faites avec votre stéthoscope quand vous cherchez des choses en particulier. Ils nous ont proposé aussi un score, on va vous en reparler. Donc le score 0, c'est un poumon normal avec une ligne pleurale mobile et des lignes A. Pour aller un peu rapidement au niveau du score 1, on a déjà quelques irrégularités de la ligne pleurale et surtout des lignes B. Score 2, on va avoir de multiples fusées pleurales, donc des fusées plutôt dépolies, avec déjà des petites lésions de condensation sous-pleurale, et le score 3, où là, on a véritablement des signes de condensation importantes, avec des lignes pleurales qui sont plus ou moins fracturées, voire qu'on ne voit plus puisqu'on a de la condensation. Je vous propose maintenant de passer la parole à notre ami Abdelatif Hachibé qui est au Maroc et qui va nous présenter des cas cliniques à la fois de Covid et vous allez voir de diagnostics différentiels aussi. On n'a plus qu'un quart d'heure, mais on va y arriver. Alors, Toujours. c'est à toi Abdelatif. Tu peux te présenter et on envoie les cas cliniques. Il faut que tu ouvres ton micro. Hop. Non, c'est bon. C'est Ça, là, bon. vous m'entendez? C'est parfait. Voilà, donc merci Lucie, merci à toute l'équipe de m'avoir invité. Bon, on va passer rapidement sur, sur certaines, sur un certain nombre de cas cliniques et certaines iconographies. Voilà, donc nous avons juste un petit quart d'heure, on va essayer de faire vite. Voilà, donc là, c'est juste pour montrer Madame Naïma, donc que j'ai vu au centre à la clinique, là où sont hospitalisés les Covid, et cette patiente que j'ai vue vers à Ginef, ben, elle est diabétique, et comme vous constatez là, bon, c'est une écho pulmonaire, donc lorsqu'on pose la sonde longitudinale entre deux espaces, on arrive à voir cette plaire qui est irrégulière, qui est épaisse, et là, comme vous constatez, elle n'est pas tout à fait régulière, donc déjà, on imagine là une fusée, une ligne B. Là, j'ai juste une partie, donc il y avait un petit zoom sur le papier, on ne voit pas l'ensemble de l'espace intercostal. Mais bien sûr, il y avait plus qu'une seule ligne, il y avait au-delà de 3. Et il y a des autres champs, aussi des autres quadrants qui sont touchés, et surtout les quadrants, je dirais, inférieurs et postérieurs, et sur la ligne axillaire. Voilà. Donc, voilà. Après, bon, toujours Madame Naïma, et on imagine que plusieurs quadrants sont touchés, et surtout les quadrants que je viens de rappeler, les quadrants inférieurs et postérieurs, et surtout sur la ligne axillaire. Et la tête, elle est bilatérale. Bon, toujours Madame Naïma, bon voilà, donc là, vous voyez cette ligne pleurale qui est irrégulière, et on voit des réfusés, on voit même des petites zones de condensation qui commencent à apparaître là. Donc là, c'est des lésions qu'on voit souvent chez les patients Covid. Bien sûr, elles ne sont pas spécifiques à 100%, mais sont des signes très, très importants. Bien sûr, le scanner, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le gold standard, c'est l'examen de référence, mais lorsqu'il y a un flux de malades et nous avons un malade qui présente des séquelles, il vaut mieux le revoir vers le 7e jour, 8e jour. On peut constater des lésions comme ça avant même qu'il y ait une aggravation. Et là, c'est tout l'intérêt de l'écho, surtout si la teinte bilatérale dans un contexte épidémique. L'écho, à mon sens, est là toute sa place. Là, c'est monsieur Driss, 56 ans, et que j'ai vu vers le 8e jour. Il a tout fébrile et il sature à 94%. Ouais. Là encore, on voit ces fameuses lignes B qui sont là typiques au-delà de 3. On voit même là une petite condensation qui commence à apparaître là. Donc, vous constatez, c'est les mêmes lésions plus ou moins qui sont réparties sur les zones surtout postérieures et axillaires inférieures. On peut les voir aussi dans d'autres lésions. Et là, comme vous avez dit tout à l'heure, on peut quantifier, mais ça reste encore un travail du futur qu'on va voir avec les études. Mais dans les segmentaires, c'est rare. C'est moins que sur les quadrants postérieurs. Oui, allez-y.
La suite, s'il vous plaît. Là, c'est juste pour montrer donc un autre patient, mais là, c'est dans le cadre du diagnostic différentiel. Là, vous constatez cette ligne pleurale. Vous pouvez arrêter, là, vous pouvez arrêter, madame, d'ici, là. Voilà, là, on voit les deux, vous pouvez arrêter sur image. Là, c'est les deux côtes avec les cônes d'ombre. Et là, il y a cette ligne pleurale qui est épaisse et même elle est fracturée et on a une condensation. Et si on arrive un petit peu en arrière, on va voir une zone d'hépatisation, ou plutôt qu'on commence à voir, on va voir, regardez là, c'est une sonde plutôt abdominale. Sur la diapo qui va suivre, vous allez voir, allez, après s'il vous plaît, l'autre diapo, voilà, non, non, l'autre s'il vous plaît, l'autre, encore, l'autre diapo s'il vous plaît, voilà, c'est le même patient, mais là c'est avec une haute fréquence, et lorsqu'on utilise la haute fréquence, on a une définition meilleure, et on peut voir, on voit là les côtes, et là, regardez, là, c'est la plèvre qui est fracturée carrément. On voit des images aériques. Allez-y, allez-y. Vous pouvez avancer un petit peu, si vous plaît. Avancez. Là, on voit même un bronchogramme aérien. Et là, oui, encore, encore. Vous pouvez revenir un petit peu en arrière pour voir juste en dessus. Ça défile pas suffisamment. Là, juste pour montrer un peu ce passage. Là, c'est la partie malade. Lorsqu'on a là, on est devant un poumon carrément pathologique, mais là, l'atteinte, il est unilatérale. Voilà, regardez, là, c'est juste en dessus. Là, on voit cette plèvre, on voit même des queues de comète. Il y a même un aspect, il y a une atteinte mais qui n'est pas très importante, mais c'est lorsqu'on descend vers le bas, on constate ce foyer de condensation qui est assez important. Là, c'était une pneumopathie. Le côté contractile normal, c'était une infection chez un patient. D'ailleurs, tout le tableau clinique. Il ne faut pas oublier la clinique. La clinique, bien sûr, que donc vous l'avez toujours dit, c'est les maîtresses et la confrontation de la clinique, bien sûr, avec l'imagerie, c'est là et la biologie qui nous permet de porter le diagnostic. Bien sûr, dans un contexte épidémique, c'est une atteinte. Bien sûr, il faut voir les deux côtés, la distribution bilatérale et l'atteinte de ce. Là, c'est juste pour montrer une patiente que j'ai vue, une autre patiente qui est venue avec une dyspnée importante. Voilà, il est 70 ans, dyspnée, tachycarde, et puis il avait des antécédents d'hypertension artérielle et des œdèmes. Et là, comme vous constatez, allez-y, Madame Lucie, entre les deux côtes, là, cette image, vous allez constater que ça, c'est le poumon droit. Et regardez, ces fusées qui sont très importantes. Et là, le côté gauche, la même chose. On a vu tout à l'heure la patte. Et là, regardez la ligne pleurale qui n'est pas vraiment, il est un petit peu, n'est pas vraiment altérée, fracturée. Et là, comme ça, dans un contexte de dyspnée, d'effort, d'antécédents, de cardiopathie, d'HTA et tout ça, il ne faut pas hésiter à chercher une cause cardiologique et avant tout un œdème de poumon, parce que nous sommes devant un syndrome interstitiel et qui dit syndrome interstitiel, donc il y a des causes lésionnaires et il y a des causes, bien sûr, disons, hémodynamiques là, lorsqu'il y a une surcharge. Voilà, allez-y. Là, j'ai vu la patiente, lui, il avait des thèmes, il y avait même une atteinte lorsque j'ai passé la sonde sur le foie. Regardez ces 24 qui, il n'y a pas de, donc le diamètre qui reste le même, malgré la respiration, il n'y a pas de mode respiration, il y avait même une pleurésie, il y avait une atteinte aussi, donc il y avait une cardiopathie, disons, non seulement du côté gauche, mais il y avait un peu global. D'accord? C'est bon. C'est pour dire qu'on peut, bien sûr, pour les œdèmes et tout ça, il ne faut pas se contenter de l'écho pulmonaire, il faut bien sûr la jumeler avec l'écho cardiaque. Voilà. Mais on est orienté avec, selon l'aspect de l'atteinte de la plèvre, et puis de la plèvre, oui, et les signes associés, donc l'anamnèse, la clinique, tout ça, confronter tout ça pour ne pas porter. Voilà. Alors là, c'est une autre patiente que j'ai vue. Mais en fait, c'est une patiente qui est ancienne, qui est déjà connue, qui a des problèmes respiratoires. Et puis, bon, il se faisait traiter pour une polyarthrite rhumatoïde. Et regardez, lorsque j'ai posé la sonde, ce que j'ai constaté. Voilà, on a cette plèvre, on a un syndrome interstitiel, il y a même des
des lignes B. Là, c'est le temps TM, on ne fait pas le comptage sur le TM, mais plutôt sur ça. Et là, j'ai tourné à 90 pour essayer un peu de suivre cette flèche. Et allez-y. Et là, regardez, c'est cet aspect de ligne qui est irrégulière avec des lignes B multiples. L'atteinte, il est bilatérale. Et le scanner qui était fait depuis plusieurs mois, l'atteinte, elle était déjà là. Et là, c'était une fibrose pulmonaire. C'est juste pour montrer les autres aspects. Et là, l'intérêt, toujours, c'est de confronter les constatations échographiques, bien sûr, à l'anamnèse, aux antécédents, à la clinique. Et là, voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore un autre cas. Ça, c'était une fibrose pulmonaire. Voilà, j'ai essayé de faire vite. J'espère que je n'étais pas très, très rapide. Merci. Ça va, c'est bon? Je ne vous entends pas. C'était très bien, super. Merci Abdelhatif. Excellent, Je ne sais merci, pas merci. si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'il nous a présenté, donc pas mal de cas cliniques de diagnostic différentiel, hein, parce qu'on vous a beaucoup parlé depuis le début de la maladie Covid, mais effectivement, il y a des diagnostics différentiels. Pour ce syndrome interstitiel, on en a parlé déjà plusieurs fois pour l'œdème aigu du poumon avec ces lésions qui sont bilatérales, qui sont gravitaires, donc d'abord inférieures et qui remontent. Et il n'y a pas de zone libre en face, ce qu'on vous a bien expliqué, hein, que quand on était plutôt dans les lésions du Covid, on avait des zones saines avec des lignes A visibles dans pas mal de zones du poumon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On va aussi retrouver des signes de fibrose chez nos patients qui vont revenir de réanimation, Oui, parce qu'on voit qu'on a des patients qui ont mal évolué en réa, et donc on va avoir aussi des signes de fibrose en post-réanimation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? Merci encore Abdelhatif. merci Je ne à sais pas vous. si tu veux rajouter des choses. Moi, j'ai une question. Lors du déconfinement, est-ce qu'il y aurait, il y aurait place éventuellement de l'écho, surtout pour dépister justement ces fibroses ou autre chose? Alors, nous, on a commencé à proposer ça. On a vu il y avait des grosses entreprises françaises là, qui étaient intéressées par l'idée d'aller chercher les lésions pulmonaires chez des patients qui auraient déjà eu le Covid ou qui ne l'auraient pas eu d'ailleurs. On est en information pour le moment. On leur dit qu'effectivement, ça pourrait être associé pour le retour au travail. C'est ce que nous a présenté Xavier Pierre l'autre jour déjà. Il nous a montré qu'il y avait une dame qui travaillait dans une EHPAD qui manifestement avait eu le Covid, et avant qu'elle revienne travailler, il lui avait fait une écho pulmonaire. Il avait vu qu'elle avait encore des lésions, elle avait encore une toux, elle avait encore une dyspnée. À l'écho, il y avait encore des lésions. Il a prolongé l'arrêt de travail, mais pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas de données là-dessus. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant. On y pense aussi, nous, les anesthésistes, quand on va reprendre le travail, reprendre des patients, intuber des patients à nouveau, par rapport à notre protection, tout simplement, savoir si effectivement on va devoir prendre des précautions particulières. Est-ce qu'on va faire une échographie pulmonaire avant d'aller intuber nos patients, comme on fait une échographie gastrique avant d'intuber nos patients qui arrivent pour des urgences, pour savoir si l'estomac est plein ou pas. Ça fait partie des questions actuellement. Voilà, je pense qu'il y en a qui vont le faire. Moi, personnellement, si j'ai à intuber un patient, je pense que je mettrai c'est sûr, je mettrai un coup d'échographie pulmonaire avant pour au moins savoir. Et je pense même que dans mon activité, qui n'est pas une activité ni d'urgence ni de cancéro, je pense que ça pourrait amener à reporter l'intervention sur le patient si ce n'est pas une intervention avec une perte de chance importante pour mon patient. Donc oui, je pense que la place de l'écho, elle est en train de grandir. Alors, je vous promets le résultat de l'étude clinique depuis plus de 2 semaines maintenant, de l'étude clinique qui a été faite aux urgences à Paris. Là, ça y est, ils ont l'acceptation du journal, comme quoi c'est accepté ce soir. Donc, on espère que la publication sera en ligne demain ou après-demain. De toutes les façons, on vous en fait part. On n'a pas prévu de faire de visio vendredi parce que c'est le 1er mai et que c'est férié. Donc, on a prévu de vous revoir mardi
Donc la semaine prochaine, où là, je pense qu'on peut dire qu'on aura Mehdi Benchoufi qui viendra nous expliquer l'étude clinique, comment ça s'est passé, quels sont les résultats, comment il analyse tout ça. On aura probablement une courbe d'apprentissage aussi, puisqu'ils ont fait débutant versus expert. Voilà, on commence à avoir des données et puis on aura probablement encore des nouveautés à vous présenter. Voilà. Une question dans le cadre des patients peu symptomatiques, l'écho en pré-anesthésie peut aussi nous rassurer. Je vais refaire la phrase. Oui. Donc, tout à fait. Je pense que l'échographie en pré-anesthésie, moi, je pense qu'il y a une place. Ça nous permet de savoir si on a un patient qui a des lésions pulmonaires ou pas. Je pense que c'est indispensable. Aujourd'hui, pour la levée d'isolement, il y a des théories qui disent que 10 jours après, si le patient n'a pas été hospitalisé, 10 jours après le début des symptômes, il peut reprendre le travail. Il y a ensuite, on dit 14 jours. Et une fois qu'il a passé ces 10 jours après les symptômes, pendant 10 jours encore après, il faut qu'il mette en place la protection gouttelette et contact. Donc, en gros, 20 jours après le début des symptômes. Pour les patients qui sont hospitalisés, on va compter 24 jours. Et pour les patients de réa, qui ont fait de la réa, là, je crois qu'on compte 20 jours à partir de la fin de la réa. Tout ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a encore des lésions pulmonaires, donc on pense qu'il y a encore du virus. Sur les analyses bronchiques qu'on a eues de liquide broncho-alvéolaire en réanimation, on a encore du virus 20 jours après la réa, enfin 20 jours après le début de l'entrée en réa pour certains patients. Pour autant, on n'arrive pas à savoir si le virus est encore virulent, s'il est encore contagieux, si c'est encore du virus vivant ou pas. On sait qu'il y a du virus, mais on ne sait pas la nature de ce virus. Donc tout ça, on évolue au fur et à mesure qu'on a les informations. On n'a pas trop donné d'infos contradictoires pour le moment, mais voilà. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne sait pas. Pour le moment, on n'a pas d'infos réelles là-dessus. On n'a pas d'études cliniques définies, on n'a pas assez d'expérience sur le Covid de ce côté-là. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à être prudent et à faire des échos. C'est facile maintenant pour nous et ça nous apporte quand même des informations intéressantes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Écoutez, la semaine prochaine, je pense qu'on aura Daniel Liechtenstein également. On aura également Pierre Bernatas. On aura aussi peut-être le docteur Mangempan, qui est pneumologue. Voilà, encore plein d'intervenants. Encore une fois, merci beaucoup Abdelatif de nous avoir présenté à la fois ces cas de Covid et ces diagnostics différentiels. On a toujours de très bons liens avec le Maroc et ça nous fait très plaisir, d'autant plus de t'avoir eu avec nous ce soir. Bonne soirée à tous et bonne fin de semaine. On est quand même que mardi. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous envoyez des messages. Aussi bien sur le Slack, mettez vos photos, vos vidéos. Aussi bien sur contact@medtandem.com si vous voulez participer à l'étude clinique de Yannick Schmitt sur l'ambulatoire, si vous voulez faire partie de l'étude. Il recherche encore des investigateurs. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mardi prochain alors. Merci, au revoir.